laisser la parole à Jean-Marc Jancovici, dire que quelqu'un a trouvé quelle était cette musique. Ah oui. Il n'y en a qu'une personne qui l'a trouvé, qui m'a dit ce matin, je sais ce que c'est. C'était le défi depuis un an, il y a plusieurs. C'était Santa. Bravo. On est à la page. C'est grâce à Sophie, on est à la page musicale. Jean-Marc Jancovici, bonjour. On va revenir à des sujets plus sérieux. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, c'est un choix audacieux de Légumes de France que vous avez demandé de venir traiter toutes ces questions qui sont évidemment sensibles parce qu'elles conduisent au changement. Et le changement, c'est jamais facile. Il peut pas être brusque, il peut pas être trop rapide. Et en même temps, il faut qu'il ait lieu pour être dans le sens de l'histoire et aussi répondre aujourd'hui aux questions du changement climatique. Vous êtes le président du Shift Project. Le Shift Project, c'est, je vais le résumer, vous me corrigerez évidemment, un groupe de réflexion qui a pour but d'éduquer, j'ai envie de dire, d'insuffler des idées sur la question du dérèglement climatique et sur les changements que ça va induire, notamment sur les questions énergétiques. Et vous avez conduit ces derniers mois une grande étude sur le monde agricole. C'est ça que vous allez nous expliquer et nous présenter ce matin. Jean-Marc Jancovici, vous serez ensuite confronté à 3 référents de la filière parce qu'on va aussi, vous qui êtes aussi un homme de terrain, vous n'êtes pas qu'un homme d'idées, vous serez confronté à la réalité, je crois que je souffle un peu, hop, ça va être mieux pour vous. Vous serez aussi confronté à la réalité de terrain avec des référents de culture plein champ, des référents de culture sous serre et les référents locaux, c'est évidemment la culture d'Andy, ces 3 secteurs confrontés à ces questions du dérèglement climatique qui viendront vous interroger, vous livrer leur regard sur ce que vous allez nous expliquer à partir de cette étude. C'est à vous, encore merci d'être là. Merci. Alors, effectivement, le Shift Project, pour celles et ceux qui ne sont pas dans les petits papiers de cette association, c'est une association qui est née en 2010 et qui a pour vocation de contribuer au débat et de fournir des propositions en ce qui concerne ce qu'on a coutume d'appeler maintenant la transition écologique, la décarbonation, on appelle ça comme on veut. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour continuer à être content et heureux et avoir des projets dans un monde dans lequel on doit se passer de combustibles fossiles. Voilà, c'est ça le thème sur lequel on travaille. Et on a démarré il y a maintenant quasiment 2 ans un travail sur l'agriculture. Donc on a rendu un rapport il y a maintenant presque 1 an, qu'on a appelé vers une agriculture bas carbone, résiliente et prospère. Alors bas carbone, on comprend facilement ce que c'est, et vous allez voir pourquoi bas carbone, parce que l'agriculture contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Résiliente, ça veut dire qu'elle doit résister à des chocs, et vous allez voir qu'il va y avoir des chocs, pas que climatiques. On va également on est déjà en train de vivre une évolution que je pourrais qualifier d'adverse sur le plan énergétique qui va s'amplifier. Et prospère, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on arrive dans cette histoire à gagner notre vie, ou plus exactement à pas se retrouver dans un contexte dans lequel les choses sont beaucoup trop difficiles. Alors, petit disclaimer, du coup il y a peut-être la moitié des gens qui vont sortir de la salle. Dans ce travail, nous n'avons pas regardé le maraîchage. On a regardé ce qui occupe l'essentiel de la SAF française, c'est-à-dire les grandes cultures et l'élevage. Mais malheureusement, maraîchage et arboriculture, on n'a pas eu le temps de regarder ça en détail. Alors, par contre, il y a des maraîchers et des arboriculteurs qui ont répondu à quelque chose qu'on a fait en même temps que ce travail, qu'on a appelé la grande consultation des agriculteurs, qui était une consultation qu'on a commencé par mener avec des entretiens en face à face, une petite centaine. Et ensuite, il y a eu un questionnaire auquel pouvait répondre tout agriculteur qui le souhaitait. Donc on a essayé de faire le plus de bruit possible pour que ce soit le plus représentatif possible. Et on a eu un peu moins de 8000 réponses complètes, ce qui est quand même pas mal, dont on a tiré un certain nombre de tendances. Je vous en présenterai 2 ou 3 à la fin de cet exposé. Voilà, et alors, contrairement à mon habitude, je ne vais pas commander le passage de mes diapositives moi-même, parce que j'ai compris que la technique ne permettait pas ça. Donc vous allez m'entendre toutes les 30 secondes m'interrompre en disant slide suivante s'il vous plaît. Voilà, je suis désolé, c'est pas très sympathique pour le discours, mais on fait avec les moyens du bord. Donc slide suivante s'il vous plaît. Voilà, l'histoire que je vais vous raconter commence il y a très longtemps. Elle commence avant l'apparition des combustibles fossiles, à une époque où notre monde ne fonctionnait qu'avec des énergies renouvelables. Vous savez que l'espèce humaine date d'il quelques centaines de milliers d'années, et pendant quelques centaines de milliers d'années, moins de siècles, nous avons survécu, nous avons passé des siècles dans un monde où il n'y avait pas d'énergie fossile, où il y avait une agriculture qui occupait incidemment la quasi-totalité de la population. Parce que se nourrir, c'est le premier étage de la pyramide de Maslow, c'est le premier besoin, le truc le plus primaire. Donc tant qu'on ne mange pas, c'est un peu compliqué de jouer aux échecs ou d'aller visiter un pays voisin. Et donc l'agriculture est ce qui a occupé l'essentiel de nos ancêtres.
Et dans ce monde-là, sans énergie fossile, vous voyez, il y a un certain nombre de fonctions qui existent déjà, le transport, etc. Mais ça ne ressemble pas vraiment à ce que nous avons aujourd'hui. Et slide suivante, si on regarde les pratiques agricoles du monde avant l'énergie fossile, vous voyez, ça ne ressemble pas vraiment à ce qui vous occupe aujourd'hui, c'est un peu différent. Slide suivante, s'il vous plaît. Et puis nous nous sommes mis à utiliser de l'énergie fossile. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser de l'énergie fossile? En fait, ça ne veut pas dire que vous buvez le pétrole et que vous mangez du charbon, c'est ça que ça veut dire. Hein. Quand on dit qu'on consomme de l'énergie, en fait c'est pas vrai, on ne consomme pas de l'énergie. Quand vous consommez de l'électricité, c'est pas que vous mettez les doigts dans la prise. Si vous faites ça, vous avez peu de chances de vous être à ressembler à Hulk. Vous allez plutôt ressembler à un steak haché de hamburger assez rapidement. Quand on dit qu'on consomme de l'énergie, en fait, c'est pas ça qu'on fait. Consommer de l'énergie, ça veut dire domestiquer des machines. C'est ça que ça veut dire, consommer de l'énergie. Ça veut dire s'approprier des esclaves mécaniques. C'est ça. Hein. Donc plus on consomme d'énergie, plus on a d'esclaves mécaniques. C'est ça, en gros, qui vont bosser pour nous. Et ce que vous avez sur ce graphique, c'est la quantité totale d'énergie, donc la quantité totale de nourriture pour machine, que l'humanité mobilise depuis un siècle et demi. Il y a un siècle et demi, on était encore très renouvelable. On consommait essentiellement de la biomasse, plus du vent, plus du soleil. Le vent a propulsé les premiers bateaux, les premiers moulins, etc. Du soleil, le soleil séchait les récoltes avant les séchoirs à gaz. Et donc on consommait essentiellement des énergies renouvelables. Et vous voyez que toutes les énergies qu'on s'est mises à consommer depuis, à utiliser depuis, se sont empilées les unes sur les autres. Il n'y a jamais eu de substitution à large échelle dans le monde. Donc on s'est mis à consommer de plus en plus de charbon, mondialement, hein, puis de plus en plus de pétrole par-dessus le charbon, puis de plus en plus de gaz par-dessus le reste, etc. Et à large échelle, encore une fois, il n'y a à date aucune énergie qui en a remplacé une autre. Elles se sont toutes empilées les unes sur les autres. Et slide suivante, s'il vous plaît. Donc ce qui fait fonctionner le monde aujourd'hui, c'est les énergies fossiles. Donc l'essentiel des machines qui nous rendent la vie plus sympathique utilisent des énergies fossiles, directement ou indirectement. Indirectement, c'est quand elles utilisent de l'électricité elle-même faite avec des énergies fossiles. Dans le monde, 60% de la production électrique est fossile. 35% charbon, 25% gaz, en ordre de grandeur. Ce qu'on appelle les énergies renouvelables, qui sont en fait les nouvelles énergies renouvelables, parce que l'hydroélectricité et le bois, c'est des énergies renouvelables, mais c'est pas ça qui vient à l'esprit quand on dit énergie renouvelable, c'est les éoliennes et les solaires. C'est aujourd'hui une part très marginale de l'approvisionnement énergétique mondial, quelques pourcents, et vous voyez que ça s'est développé en plus du reste, qui continuait à se développer. On n'a jamais autant consommé de façon agrégée de combustibles fossiles qu'aujourd'hui, nonobstant le développement des énergies renouvelables modernes ces dernières décennies. Alors, slide suivante. L'irruption de ces énergies fossiles a radicalement changé le métier que vous faites. Alors, vous voyez aujourd'hui toutes les machines qui sont nécessaires pour nourrir les gens. Votre métier est de contribuer à ce qu'on mange. Eh bien aujourd'hui, quand on mange, en fait, on mange du charbon, du pétrole et du gaz à tous les repas. Voilà, à tous les repas. On va d'abord manger du charbon pour fabriquer toutes les machines qui servent aujourd'hui dans les champs ou en dehors des champs. Toutes ces machines contiennent de l'acier. L'acier est fabriqué avec du charbon. C'est 2 milliards de tonnes d'acier par an dans le monde aujourd'hui. Et donc, tracteurs, armatures de serre, camions, etc. Tout ça, c'est fait avec de l'acier et cet acier est fait avec du charbon. Donc déjà, dès qu'on mange une production qui a nécessité un tracteur, on mange un peu de charbon. Ensuite, le tracteur avance l'essentiel du temps aujourd'hui avec du pétrole, donc on va manger un bout de plateforme pétrolière. Si vous utilisez des engrais azotés, ils ont été fabriqués à partir de gaz, donc on mange du gaz également. On mange également de la mine de potasse, de la mine de phosphate, on mange du train, on mange de l'usine agroalimentaire et on mange du camion. Aujourd'hui, vous n'avez quasiment pas un produit agricole ou destiné à la consommation finale qui aura fait l'économie de passer par une caisse de camion. Quasiment pas. Hein. On s'est rappelé au moment du Covid que les chauffeurs de camions, ils avaient un petit rôle dans le fait que le pays puisse continuer à tourner. Et le camion aujourd'hui, c'est le globule rouge de l'économie. C'est ce qui permet de transporter n'importe quoi produit n'importe où, ailleurs, pour que ça puisse être... voilà. Et évidemment, on ne remplacera pas ça par des trains partout et tout le temps. Il n'y a pas un train il n'y a pas un embranchement ferroviaire qui va arriver au cul de chaque champ et un embranchement ferroviaire qui va arriver au cul de chaque magasin, bien évidemment. Donc le camion aujourd'hui, c'est encore une fois le globule rouge de l'économie. Et donc dès qu'on mange quelque chose, on mange du camion. Voilà, donc là vous avez un petit échantillon de quelques machines qui sont devenues nécessaires pour le système de production agricole moderne. Et bien évidemment,
Les deux questions qui sont posées quand on voit ça, c'est est-ce qu'il y aura indéfiniment assez d'énergie pour faire fonctionner cette affaire? Et la deuxième, c'est est-ce que ça contribue aux émissions de gaz à effet de serre de manière significative? Je reviendrai à la deuxième question après. Alors, slide suivante. Une deuxième révolution qui a eu lieu dans le monde agricole, c'est le procédé Haber-Bosch, autrement dit la fabrication des engrais azotés ou de ce qu'on appelle plus communément l'azote. Vous avez ici l'apport d'azote dans les cultures depuis la fin du 19e siècle, et vous voyez après-guerre, au moment justement où Haber-Bosch se développe, c'est-à-dire au moment où la chimie de synthèse commence à fabriquer des engrais à large échelle, que les engrais azotés, donc ce qu'il y a là-dessus, les N-engrais minéraux, là, se met à devenir prépondérant dans l'apport d'azote dans les cultures, et aujourd'hui, sans cet azote, la productivité agricole s'effondrerait. Pour vous donner un ordre de grandeur, la productivité agricole à l'hectare, enfin la production des céréales à l'hectare en France, il y a 2 siècles, c'était moins de 1 tonne à l'hectare par an. Moins de 1 tonne, hein, donc moins de 10 quintaux. Aujourd'hui, dans les bonnes terres à blé françaises, ou en moyenne, on va dire, on est aux alentours de 70. Donc ça a été multiplié par 7. L'essentiel de cette augmentation, elle s'est passée en 30 ans, entre 1945 et 1975. Hein, l'essentiel. Et c'est dû à ce que vous voyez aussi sur ce graphique, c'est-à-dire l'explosion de l'apport d'azote dû aux engrais minéraux, précisément entre 1945, et là ça s'arrête en 80, mais bon, voilà, en gros c'est 30 ans. Hein. Et depuis, ça a plutôt tendance à plafonner les rendements en France. Slide suivante. Alors, cette irruption des combustibles fossiles, on parlait tout à l'heure de compétitivité dans l'introduction de cette table ronde, a radicalement changé justement cette affaire de compétitivité. Je prends un agriculteur il y a 2 siècles, qu'on avait coutume du reste d'appeler un paysan, et il arrivait à produire une certaine quantité de nourriture, une certaine quantité de blé, une certaine quantité de pommes, etc. Slide suivante. Si on prend un agriculteur moderne, il produit en moyenne 200 fois, je dis bien 200 fois, en quantité, ce que produisait un agriculteur il y a 2 siècles. Alors vous vous dites, bah, ça veut dire que si c'est 200 fois plus, il doit avoir 200 paires de bras maintenant, ou 200 paires de jambes, ou alors il a la masse musculaire de Hulk, 200 fois la masse musculaire d'un agriculteur. Non, pas du tout. Slide suivante, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, alors je vais être un peu taquin, c'est plus vous qui produisez, c'est les machines. En fait, qu'est-ce que c'est devenu quoi votre métier? C'est de piloter des machines. Vous pilotez tracteurs, serres, appareils de chauffage, etc. Vous pilotez ça, et c'est ces machines-là qui produisent vraiment. Alors vous allez me dire, non, il charrie quand même. Lui, il n'a jamais été ramasser des tomates par 35 degrés ou 40 degrés dans une serre. De fait, c'est vrai. J'ai jamais fait ça. Donc il y a quand même quelques personnes qui travaillent ici et là. Mais le gros du boulot, aujourd'hui, est fait par les machines. Et c'est ça qui fait que si on met au dénominateur juste les gens, en oubliant les machines, bah oui, effectivement, la productivité du travail agricole a explosé. Mais en fait, ce qu'il faudrait mettre au dénominateur, si on voulait vraiment être sérieux, c'est les gens plus les machines. Voilà. Et à ce moment, on se rendrait compte, par exemple, que la production par unité d'énergie, gens plus machines, mise dans l'exploitation, elle n'a pas tant augmenté que ça. Donc, elle a augmenté, mais pas tant. Donc aujourd'hui, le monde agricole est devenu extrêmement dépendant de la mécanisation, c'est-à-dire de l'énergie, et par ailleurs de la mondialisation. Alors ça peut vous paraître étonnant, parce qu'aujourd'hui, il y a des grands débats sur est-ce que la mondialisation n'est pas notre ennemi, parce que les Espagnols nous envoient leurs aubergines, les Brésiliens nous envoient leur soja, etc. Alors si, à l'aval, c'était une évidence, mais à l'amont, sans la mondialisation, vous ne pourriez pas faire votre boulot. Donc, je ne suis pas en train de dire que... Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas faire votre boulot? Parce que par exemple, sans mondialisation, vous n'auriez pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole en France. Enfin, il y a 1% du pétrole qu'on consomme en France. Il n'y a pas de gaz en France. Donc il n'y a plus de gaz depuis la fermeture du gisement de lac. Donc vous n'auriez pas d'engrais. Vous n'auriez pas de plastique, puisque le plastique c'est de la pétrochimie, et il y a du plastique dans toutes les machines agricoles. Vous n'auriez pas de gaz dans les fours à verre français, donc il n'y aurait pas de verre pour faire les serres, etc. Donc en fait, sans la mondialisation, on se rend compte que les outils qui permettent aujourd'hui à l'agriculture de ressembler à ce qu'elle est, en fait, ils n'existeraient pas. Donc, tout le paradoxe dans cette affaire, quand on va discuter jusqu'où est-ce qu'il faut se protéger aux frontières, c'est dans un sens, mais peut-être pas dans l'autre. Voilà, donc il y a des sujets qui ne sont pas triviaux à regarder, parce que, encore une fois, la mondialisation, elle nous est hostile par certains aspects, mais elle nous a par ailleurs été extrêmement favorable par d'autres, hein, si on regarde la façon dont les choses se passent.
Slide suivante. Alors, cette diminution de la quantité de travail nécessaire pour produire une unité de nourriture a eu pour conséquence une baisse très forte des coûts réels de la nourriture. Ça, c'est également une donnée du problème qui, aujourd'hui, est un élément central du débat. Alors ici, vous avez la part du budget des ménages américains dévolue à l'achat de nourriture. Alors pourquoi américain? Je suis désolé de dire ça dans ce pays, mais c'est tout simplement parce que quand je cherche une série longue sur le site de l'INSEE, je mets un quart d'heure à ne pas trouver ce que je cherche, alors que quand je cherche une série longue sur un site statistique américain, en 30 secondes, je trouve ce que je veux. Voilà. Donc, j'ai pris les Américains, mais j'ai jamais réussi à trouver cette série en France. Je sais, pour des raisons physiques, que l'évolution a été exactement la même. Hein. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a un siècle, le ménage américain standard consacre un quart de ses revenus à se nourrir, alors qu'aujourd'hui, on est un peu au-dessus de 10%. Donc vous vous dites, bon, ça veut dire que le prix de la nourriture, de fait, a baissé, et il a baissé à peu près d'un facteur 2, 2,5, donc c'est beaucoup. En fait, vous allez voir, c'est considérablement plus que ça. Parce que slide suivante. Il y a un siècle, qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne ce qu'on achète? C'est quoi la dépense alimentaire? C'est les produits bruts. Donc les ménages américains, bon, déjà ils ont un peu de ketchup et quelques boîtes de conserve, mais l'essentiel de ce qu'ils achètent, comme les Français à l'époque du reste, c'est ce qui vient du paysan du coin, quand ça vient pas de leur propre potager en échappant à la dépense du reste, et ils font le frichti. D'accord, ils font la cuisine eux-mêmes. On est dans le ménage traditionnel, les gens ne sont pas tous monoparentaux en ville, donc ils sont en couple à la campagne, désolé de dire ça dans cette salle, mais enfin, madame fait la cuisine pour tout le monde qui va bosser au champ ou à l'usine. Et donc, si vous regardez dans la dépense alimentaire, la part de l'agroalimentaire, enfin, la part transformée industriellement et les marges de distribution sont beaucoup plus faibles. Si on regarde aujourd'hui, donc slide suivante, quand vous passez à la caisse du supermarché, une toute petite partie de ce que vous payez concerne effectivement la nourriture. Tout le reste, c'est pas de la nourriture. Le reste, c'est du transport, c'est la construction du magasin, c'est les salaires des gens qui travaillent dans le magasin, c'est de la campagne publicitaire, c'est les frais financiers de tous les acteurs de la chaîne. Il faut savoir que quand vous passez dans la dépense alimentaire des Français, les banquiers touchent plus d'argent que les agriculteurs français. 8% de la dépense alimentaire des Français, c'est les frais financiers de tous les acteurs de la chaîne. 7%, c'est l'agriculture française. Aujourd'hui, quand vous passez la caisse du magasin, vous payez tout sauf de la nourriture. Et alors au restaurant, j'en parle pas. Si vous allez vous payer une omelette dans un restaurant parisien, vous allez la payer 8 €, il y a 3 œufs conventionnels, ça vaut 30 centimes. Bon, je ne fais pas le dessin. Vous allez tout payer sauf de la nourriture. D'accord ? Et même si vous payez 3 œufs bio, vous payez tout sauf de la nourriture. Donc aujourd'hui, quand vous regardez la part des produits bruts dans la dépense alimentaire, c'est considérablement moins que la dépense alimentaire. Quand vous regardez les produits agricoles dans une bouteille de coca, ça vaut quelques centimes. Un peu de sucre, puis 3 poudres de perlimpinpin, on garde le secret. C'est pas à vous que je vais apprendre que le prix du blé dans une baguette chez le boulanger, c'est quelques centimes. Entre 6 et 10. Pour une baguette qui vaut 1,20 €. Donc aujourd'hui, dans la dépense alimentaire, on paye. C'est pas du tout comparable ce qu'on paye à ce qu'on payait il y a un siècle. Donc, slide suivante. Si on regarde comment a évolué le prix réel des aliments, moi, mon estimation, c'est qu'il a été divisé par n'importe quoi entre 10 et 50. Et pour la viande en particulier, c'est probablement plus proche de 50 que de 10. Et ça, on le doit à l'irruption des combustibles fossiles et à l'irruption des machines partout qui travaillent à notre place de façon beaucoup plus efficace que nos muscles. Slide suivante. Alors ça vaut également pour votre profession. Évidemment, ce que je suis en train de vous raconter, là, c'est des généralités sur l'agriculture qui valent également pour votre profession. Je vous parlais tout à l'heure de la mondialisation. La mondialisation, aujourd'hui, a considérablement augmenté. Ici, vous avez les échanges commerciaux internationaux en pourcentage du PIB mondial. Donc, vous voyez, au moment où je suis né, enfin même un peu après, les échanges commerciaux internationaux, c'était 20% du PIB mondial, et puis c'est monté en quelques dizaines d'années à 60%. Alors, la mondialisation physiquement, qu'est-ce que c'est? Slide suivante. C'est des bateaux et des camions. Voilà, c'est ça la mondialisation. Aujourd'hui, si demain matin, Harry Potter, d'un coup de baguette magique, supprimait les bateaux et les camions, on supprime la mondialisation. Ça a besoin physiquement des bateaux et des camions. Donc c'est du pétrole. Donc ça veut dire que dans un monde sans pétrole, qu'est-ce qui reste de la mondialisation? Moi je sais pas. Parce que les camions ça s'électrifie et les bateaux aussi, mais au rythme auquel va baisser le pétrole, je pense pas qu'on va faire du 1 pour 1. Donc il va y avoir également un sujet physique.
de contraintes sur les échanges internationaux. Alors moi, je ne sais ni exactement quelle forme ça va prendre, ni à quelle vitesse exactement ça va aller, puisque je ne suis pas devin. Mais par contre, ce que je sais, c'est que quand vous regardez les alternatives au pétrole, il n'y a rien de mieux que le pétrole en fait, pour les transports, hein, en termes de densité énergétique et de facilité à le stocker. Il n'y a rien de mieux physiquement. Eh bien, quand tout ça va commencer à s'éroder, et vous allez voir dans pas longtemps que ça va s'éroder le temps d'une vie d'homme, hein, ça ne va pas s'éroder, ça va pas mettre des siècles. Eh bien, il y a une vraie question qui va se poser sur que restera-t-il de cette mondialisation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est pour nous, paradoxalement, autant une menace qu'une opportunité. D'accord ? Et c'est toute la difficulté d'en débattre. C'est que, en fonction de là où vous vous tenez et de ce qui vous préoccupe, c'est une menace ou une opportunité. Si je regarde pour la société française dans son ensemble, la mondialisation, elle a globalement fait le bonheur du consommateur et le malheur du producteur. Je dis ça de façon un peu lapidaire, mais en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Slide suivante. Alors, cette agriculture, elle contribue, comme d'autres activités, à nos émissions de gaz à effet de serre, et donc maintenant, on va parler un peu de climat. Ici, vous avez un camembert cette circonstance, quand on parle de nourriture, qui vous donne la décomposition des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc là, c'est pas en France, c'est dans le monde, mais ça pour que vous ayez une idée. Vous avez 20% des émissions mondiales qui sont dues aux centrales électriques à charbon. Plus de la moitié étant en Chine. Vous avez 8% des émissions mondiales qui sont dues aux centrales électriques à gaz, et beaucoup plus marginalement à fioul. 4% sont dus aux cimenteries. On fait aujourd'hui 4 milliards de tonnes de ciment par an dans le monde. C'est la plus grosse commodité produite dans le monde. Vous avez 12% qui sont liés aux émissions directes du reste de l'industrie, 4% pour les aciéries encore, 4% pour la chimie de base, dans laquelle il y a des engrais, 4% pour tout le reste. Vous avez 5%, ça c'est dans le monde, hein, qui est dû aux chaudières de bâtiments, donc le chauffage des bâtiments. Il y a plein d'endroits où on ne se chauffe pas. Hein. Belém par exemple, où il y a la COP, là on ne se chauffe pas. Singapour, on ne se chauffe pas. Donc il y a plein d'endroits où on ne se chauffe pas, mais globalement donc c'est 5%. 16% c'est les transports. Si vous faites le total, voiture, camion, bateau, avion, vous verrez que ça ne fait pas 16, mais c'est parce que c'est les arrondis à chaque fois. Donc 6% c'est pour les voitures mondiales, 4% pour les camions, 2% pour la marine marchande et 2% pour les avions. L'agriculture fait 20%. Alors dans ces 20%, en fait, les émissions de CO2, tracteurs et le gaz des serres, en fait, c'est pas du tout l'essentiel. L'essentiel dans l'agriculture, c'est les 3 postes suivants. C'est la fermentation entérique des bovins. Donc le fait que les bovins, il y a de la fermentation qui se passe dans leurs panses. Et cette fermentation produit du méthane qui ressort. Donc les bovins rotent du méthane, je précise, ils ne le pètent pas. C'est quand même important de le savoir. Vous avez un deuxième poste d'émission qui est l'épandage des engrais azotés. Quand on met des engrais azotés sur le sol, ça produit du protoxyde d'azote, qui est le même gaz que le gaz hilarant, N2O, qui est un anesthésiant léger qu'on utilise à l'hôpital également. Ça, c'est le même gaz. Et ces émissions de protoxyde d'azote viennent naturellement quand on épand des engrais azotés par terre. Ça, on n'y échappe pas. Et le troisième poste significatif dans l'agriculture, c'est les émissions de méthane des rizières. Alors ça concerne assez peu les Français, parce qu'il y a quelques rizières en Camargue. Je sais pas. Du reste, est-ce que les riziculteurs sont adhérents de Légumes de France? Non. Non, vous les aimez pas. Ils font trop de méthane, vous en voulez pas. Donc, la riziculture dans le monde est une source de méthane et ça contribue aux émissions agricoles. Et vous avez également là-dedans les émissions de CO2 du machinisme agricole, mais dans les 20%, c'est quelques pourcents. D'accord, c'est pas de méthane. Après, vous avez la déforestation qui contribue pour un petit 10%, 7%, qui est plutôt en baisse, mondialement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a coupé les forêts, on ne les coupe pas une deuxième fois, malheureusement. Et enfin, dans le reste, vous avez les décharges, vous avez les fuites de circuits, de fuites frigorigènes, pour celles et ceux d'entre nous qui ont des chambres froides. Dès que vous avez un fluide frigorigène à l'intérieur de votre chambre froide qui commence par R quelque chose, eh bien c'est un gaz industriel halogéné qui est un gaz à effet de serre très puissant. Donc à chaque fois que vous rechargez votre circuit, ça veut dire qu'il a fui, et ces fuites sont des fuites de gaz à effet de serre. Donc voilà le panorama. Alors, ce que vous comprenez, c'est que ces émissions de gaz à effet de serre, c'est ça que je voulais vous faire toucher du doigt, en fait, elles arrivent partout et tout le temps. Et donc, à la différence de certains problèmes de pollution pour lesquels il y a certaines pratiques qu'il suffit de changer pendant que le reste de la société fonctionne pareil,
En ce qui concerne le réchauffement climatique, on ne peut pas raisonner comme ça, parce que c'est associer ces émissions à la totalité de ce qu'on fait partout et tout le temps. Hein. Donc c'est un problème beaucoup plus compliqué à traiter qu'un problème de pollution locale, dans lequel il suffit de traiter un sujet. Donc si vous avez une usine qui émet une substance qu'elle ne devrait pas émettre, bah, vous tapez sur la tête de l'industriel, ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Alors slide suivante. Si je regarde la France, là c'est quelque chose qui vous intéressera peut-être, voilà les émissions de ce qu'on appelle l'empreinte carbone. C'est-à-dire l'empreinte carbone, c'est toutes les émissions d'un Français ou d'une Française qui ont été nécessaires pour qu'on puisse vivre comme on vit aujourd'hui. C'est ça l'empreinte carbone. Ou qu'elles aient lieu chez nous ou qu'elles aient lieu chez les autres. Et vous verrez, fruits et légumes, là vous voyez, dans le poste « Je mange », dans le poste « Alimentation », c'est le 4e poste, avec la nomenclature qu'on a utilisée, loin derrière les produits animaux. Hein, vous voyez d'abord la viande et puis vous voyez au-dessus lait et œufs. Le 2e poste, c'est les boissons. Il suffit de regarder les rayonnages dans une grande surface pour voir que nous achetons et nous utilisons énormément de boissons. Et ces boissons, c'est beaucoup du transport et de l'emballage. Quand vous achetez de l'eau en bouteille, ce que vous achetez, c'est du camion et du plastique. En gros, hein, accessoirement de l'eau. Mais sinon, vous achetez du camion et du plastique. Et là, vous avez la décomposition, et vous voyez encore une fois, il y en a partout et tout le temps. Et vous voyez les fruits et légumes, donc c'est pas le poste dominant dans l'alimentation. Si on rapporte aux unités de poids, c'est encore beaucoup plus faible, évidemment, hein, parce que les tonnages sont beaucoup plus importants que pour la viande. Mais c'est pas complètement négligeable. Slide suivante. Alors, ces émissions de gaz à effet de serre ont perturbé le climat. Ici, vous avez une reconstruction de la température moyenne de la planète sur les 10 000 ans qui ont précédé le début du réchauffement climatique d'origine humaine. Alors, l'échelle de gauche, elle est graduée en différence de température par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, vous prenez la température moyenne de la planète sur les 50 ans qui vont de 1850 à 1900, c'est ça la référence, et vous comparez la température de n'importe quel autre moment à cette référence-là. Donc si c'est la même, vous mettez 0, pas de différence. Et puis si c'est plus chaud, vous mettez un petit quelque chose, et si c'est plus froid. Ce que vous voyez, c'est que sur les 10 000 ans qui ont précédé le réchauffement actuel, la température moyenne de la planète a été extrêmement stable, elle n'a quasiment pas varié de plus d'une fraction de degré. Et c'est ça qui a permis à notre civilisation de devenir sédentaire. Avant, on avait une civilisation de chasseurs-cueilleurs qui évoluait au gré de là où se trouvaient les ressources alimentaires leur permettant de survivre. Et à partir du moment où le climat devient stable, parce que vous allez voir qu'avant il ne l'était pas, eh bien on peut se sédentariser, et nous sommes aujourd'hui les lointains descendants de cette remarquable stabilité du climat que nous avons eue sur la Terre pendant 10 000 ans. Slide suivante. Si on remonte plus loin, dans les 10 000 ans qui ont précédé, nous avons eu ce qu'on appelle la déglaciation, c'est-à-dire que la Terre est sortie de l'ère glaciaire dans laquelle elle était avant. Et cette déglaciation, c'est un réchauffement climatique de simplement 4 degrés en 10 000 ans. Et ça a suffi pour transformer la France, qui ressemblait à ce que vous avez en bas à gauche, là, à ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc 4 degrés en 10 000 ans, ça a été sur la durée un changement absolument massif d'écosystèmes, etc. Et il est évident que quelques degrés en un siècle, qui est ce vers quoi on se dirige si on ne modère pas nos émissions de gaz à effet de serre, ça sera un choc d'une ampleur qui est difficile à décrire. Je vais vous donner 2-3 idées, mais c'est difficile à décrire. Alors, slide suivante, si on regarde ce qu'on a déjà fait à l'échelle de ce graphique, voilà ce que ça donne. Et slide suivante, ce qu'on s'apprête à faire sur le siècle qui démarre, enfin qui est déjà bien entamé maintenant, voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous allez me dire, il nous fait peur pour rien, pour le moment c'est pas si terrible, de temps en temps on a un peu chaud l'été, et de temps en temps on doit irriguer un peu nos cultures, so what? Alors en fait, le so what, c'est qu'aujourd'hui on est capable de répondre aux premières perturbations qui ne sont que des premières perturbations, parce qu'on est sous perfusion d'énergie abondante. Donc il n'y a pas assez d'eau, on dessale, ça demande de l'énergie. Il n'y a pas assez de légumes ici, on les fait venir de là, ça demande des camions, ça demande de l'énergie. On a des inondations, des submersions marines, on construit des digues, ça demande de l'énergie. On a les bâtiments qui se fissurent, on les reconstruit, ça demande de l'énergie. Donc en fait, aujourd'hui, notre capacité à répondre sans trop de problèmes aux premières perturbations, et évidemment je ne parle pas de la clim, etc. Donc notre capacité à répondre aux premières perturbations qui se présentent vient du fait que nous avons encore énormément d'énergie à notre disposition. Ces mêmes perturbations, si nous n'avions que l'énergie du Moyen-Âge, feraient déjà énormément de dégâts. Beaucoup plus. Et cette abondance énergétique,
elle va durer beaucoup moins longtemps que les conséquences du réchauffement climatique. Beaucoup moins longtemps. Donc ce qui va commencer à devenir désagréable, d'ici quelques décennies, c'est la tenaille entre un approvisionnement énergétique qui va beaucoup décroître et des conséquences qui vont beaucoup s'amplifier. C'est ça qui va commencer à devenir assez désagréable. On va avoir les deux en même temps, les deux pour le président. Slide suivante. Alors, dans les conséquences, vous allez avoir évidemment une augmentation des températures, ça tout le monde a ça en tête. Il va y avoir une modification du régime des pluies. Et cette modification du régime des pluies va se traduire globalement par un assèchement des sols dans énormément de zones de la planète. Et bien évidemment, l'assèchement des sols, c'est pas bon pour les écosystèmes, c'est pas non plus terrible pour l'agriculture. Parce que la productivité des plantes, elle est quand même assez largement dépendante de la quantité d'eau disponible. Donc l'azote est un facteur limitant, mais l'eau est également un facteur limitant. Donc là, ce que vous voyez partout où c'est rouge, enfin où c'est ocre, marron, etc., c'est des endroits où l'humidité des sols devrait baisser, même si les pluies augmentent. C'est paradoxal. Alors pourquoi est-ce que ça devrait baisser même si les pluies augmentent? Parce que les pluies vont arriver de plus en plus souvent sous forme d'épisodes intenses où tout ruisselle part à la mer et à ce moment les sols ne retiennent pas d'eau. Par ailleurs, si la température moyenne augmente, l'évaporation des sols augmente. Parce que plus il fait chaud, plus les sols évaporent d'eau. Et donc ce qui reste dans le sol à l'arrivée va avoir tendance structurellement plutôt à baisser. Et ça va être particulièrement sensible sur le pourtour du bassin méditerranéen où c'est déjà de plus en plus sensible. Vous avez déjà des problèmes de sécheresse des sols qui sont croissants sur tout le Maghreb et la rive sud et la rive nord pardon, de la Méditerranée, Italie, Espagne, etc. Slide suivant. Deuxième conséquence dont je vais vous parler, puis après je m'arrête sur les conséquences. Alors, un sous-ensemble, j'ai envie de dire, de la compétition entre espèces, qui est l'apparition de pathogènes jusqu'alors inconnus et la modification des zones dans lesquelles ces pathogènes vont apparaître. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà constaté, par exemple sur les champignons, eh bien, vous avez des maladies cryptogamiques qui ont tendance à remonter vers le nord. Les viticulteurs l'ont constaté, eux, déjà. Vous avez des arbres qui commencent à être touchés également par l'oïdium. Voilà. Ça vaut pour les animaux. Alors, vous êtes moins concernés par les animaux, mais par exemple, la fièvre catarrhale du mouton, la maladie de la langue bleue, on commence à avoir des apparitions qui augmentent. Il y a eu, je ne me rappelle plus du nom, la dermatose, je ne sais plus quoi de la vache, j'ai oublié le nom exact, qui est apparu en France. Donc vous avez maintenant et ça c'est une conséquence du réchauffement climatique. Quand vous augmentez la température du bouillon de culture, en général, les petites bêtes qu'il y a dedans aiment bien, malheureusement. Et donc il va falloir se préparer à ça également. Voilà, slide suivante. Alors, dans cette histoire, bon ça je vais passer parce que j'ai pas le temps. Allez, on passe, la slide suivante, et on passe encore. Voilà. Dans cette histoire, il y a une deuxième chose qu'il faut avoir présente à l'esprit et qui est beaucoup moins présente dans le débat public que la question du réchauffement climatique, c'est la question de l'approvisionnement énergétique. Ici, vous avez un graphique qui vous représente la production, je dis bien la production, de pétrole des 16 premiers fournisseurs de l'Europe. Alors, l'Europe importe 97% de son pétrole. La France, 99%. On fait mieux que les Européens dans leur moyenne. L'Europe importe, dit autrement, on en importe pas. L'Union européenne n'a pas de pétrole, on importe la quasi-totalité. L'Union européenne importe également 90% de son gaz. Il en reste encore un peu aux Pays-Bas, un peu au Danemark, un peu en Italie, mais globalement, on importe la quasi-totalité. Donc là, vous avez la production des 16 premiers fournisseurs de pétrole de l'Europe, qui sont également les 16 premiers producteurs mondiaux, hors Brésil et Canada, parce que le Brésil et le Canada ne fournissent pas l'Europe. Vous avez cette production depuis 1950, et c'est la production cumulée. Donc en fait, les aires s'ajoutent. Voilà. Donc, tout en bas, vous avez la Russie, en bleu. En vert, vous avez l'Arabie Saoudite, là, le gros paquet vert. Le bleu foncé, c'est les États-Unis. Vous voyez que les États-Unis, en 1950, était et de loin le premier producteur de pétrole du monde. Et de loin. En fait, avant-guerre, ils produisaient les 2 tiers du pétrole mondial, les États-Unis. Ce que vous voyez, c'est que cette production, elle passe par 3 phases. La première, entre 1950 et les chocs pétroliers, vous avez une croissance extrêmement rapide de la production mondiale, de la production de pétrole de ces 16 pays, mais la production mondiale, c'était pareil. Et c'est ça qui explique les 30 Glorieuses. Donc les 30 Glorieuses,
c'est la corne d'abondance énergétique. C'est rien d'autre que ça. Hein. Donc, les retraites, les congés payés, tout ça, en fait, c'est du pétrole. Ah ouais, les retraites, c'est du pétrole. Il n'y avait pas de retraite il y a quelques siècles. Hein. Les retraites ont été inventées en France par Colbert, qui a fait ça pour les marins de la Royale, à une époque où il y avait 20 000 personnes dans la marine, et il fallait arriver à 60 ans en ayant survécu aux boulets de canon et au scorbut pour y avoir droit. Donc, je peux vous dire que le risque qu'il prenait pour les finances publiques n'était pas très élevé. Les congés payés sont apparus en 1936, début de la forte croissance liée à la révolution industrielle. La retraite, la sécurité sociale, c'est 1945, etc. Donc en fait, les avancées sociales, il ne faut pas se tromper, c'est du pétrole. C'est parce que les machines travaillent pour nous qu'on peut distribuer des revenus à la fois aux gens qui sont dits avoir un travail et aux gens qui sont dits ne pas en avoir. Qui, incidemment, physiquement, font parfois exactement la même chose. Quand vous êtes retraité et que vous quand vous êtes retraité et que vous passez votre journée derrière un bureau à regarder des timbres-poste, ou que vous êtes employé de bureau et que vous passez votre journée derrière un bureau à taper sur un clavier d'ordinateur, dites-moi physiquement ce qui est différent. Pas de différence physique. Vous faites exactement la même chose physiquement. D'accord ? Les uns sont dit avoir un travail, les autres pas. C'est purement conventionnel cette histoire. D'accord ? Totalement conventionnel. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens derrière des bureaux ? Parce que les machines bossent à notre place. Parce que les machines à notre place font nos vêtements, notre nourriture, transportent tout ça, les objets du quotidien, etc. Tout ça, c'est les machines qui font, et nous, on a le temps derrière un bureau. La civilisation des services, c'est une civilisation d'énergie abondante. Aux États-Unis, qui est un pays perfusé d'énergie, 80% des gens sont dans les services. Donc, il ne faut pas croire du tout que la civilisation des services, c'est une civilisation dématérialisée. C'est la civilisation de l'énergie abondante. Donc, je reviens au pétrole. Donc, vous voyez les 30 Glorieuses jusqu'en 1979. Après 79, changement de rythme, la croissance continue, mais beaucoup plus douce, plus rien à voir. Et arrive l'avant-Covid. Donc là, le trait, là, c'est juste avant, c'est 2019. Et en 2018, la production de pétrole est passée par un maximum qui vient tout juste d'être refranchi cette année. Donc en gros, depuis 2018, la production est stable. Alors ce graphique, il a été fait pour la partie future, vous voyez que ça décline fortement, en utilisant une base de données qui nous a été fournie par une des 3 sociétés dans le monde qui tient des bases de données sur l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde. Et cette base de données a été analysée par l'ancien patron de l'exploration chez Total, l'ancien patron de l'évaluation des gisements chez Total, et un ancien analyste pétrole et gaz de l'Agence internationale de l'énergie. Et on leur a dit, sur la base de cet inventaire de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde, dites-nous ce qui va sortir du sous-sol de ces 16 premiers fournisseurs de l'Europe, sans aucune autre contrainte que ce qu'il y a dans le sol. Donc on se fout de savoir si on va limiter les émissions pour cause de réchauffement climatique, on s'en fout, c'est pas le sujet. On pompe tant qu'on peut, on fait les shadocks, dites-nous ce qui peut sortir au maximum. Eh bien, ça donne la courbe que vous avez là. D'ici à 2050, alors c'est pas une science exacte, mais c'est en ordre de grandeur, les 16 premiers fournisseurs de l'Europe devraient voir leur production divisée par 2. En gros. Mais là, on parle de leur production, on ne parle pas des exportations vers l'Europe. Évidemment, si la production américaine baisse, à votre avis, où va aller le pétrole américain en premier? Est-ce que vous pensez que Trump va dire « Messieurs les Européens, qu'est-ce que je vous aime, je vous embrasse sur la bouche, je vais vous donner mon pétrole ». Non, pas une seconde. Et c'est vrai pour tous les autres pays. Ils vont d'abord garder le pétrole pour eux, et ensuite, s'il y a un surplus, ils l'exporteront. Ça veut dire que les importations de pétrole en Europe, d'ici à 2050, vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. Voilà. Bon, et je ne sais pas vous dire où. D'accord, j'ai aucune idée. Mais ça veut dire qu'il faut éventuellement se préparer à ce que ce soit une division par 10 ou 20. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt? Absolument pas. D'accord? On n'est absolument pas prêt. On a créé un urbanisme et un tissu, une organisation de notre tissu économique qui est totalement dépendant du camion. Et totalement dépendant, enfin, est beaucoup plus dépendant du camion que de la voiture en fait. Si demain matin je supprimais la moitié des voitures françaises, les gens râleraient, se leveraient 1 heure plus tôt, partageraient la voiture du voisin, utiliseraient le train, le vélo, le bus, qu'est-ce que je sais, mais 95% des gens se démerderaient quand même. Si demain matin je supprime la moitié des camions en France, ça va être une autre histoire. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt? Non. Et donc un des messages qu'on porte au Shift Project, c'est qu'il faut se préparer à ça. Et c'est ça le mot résilient dans agriculture résiliente. D'accord? Il faut savoir se préparer à ça. Et ça, ce n'est pas une affaire de militantisme climatique, je suis par ailleurs un militant du climat, mais c'est une affaire de juste, le pétrole, il faut 40 à 400 millions d'années pour en faire, et donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quoi. Je veux dire,
Une partie des problèmes d'environnement, c'est des problèmes de placards qui se vident. Hein. Donc, et quand le placard s'est vidé, ben, il s'est vidé, quoi. Juste pour vous donner aussi un truc, je ne vous montre pas le graphique, mais il faut savoir que les découvertes de pétrole dit conventionnel, donc tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste américain et les sables bitumineux canadiens, ces découvertes-là, elles sont passées par un maximum l'année de ma naissance. Depuis, ça baisse. Je parle des découvertes. Et faire sortir de terre un pétrole que vous n'avez pas découvert, c'est assez difficile. Voilà, donc on a un vrai sujet là-dessus. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Pour deux raisons. La première, c'est que ce qu'on vous montre là est issu de données qui ne sont pas publiques. On a dû acheter la base de données. Et quand les données ne sont pas publiques, ben, le débat public est plus difficile à mener. Et la deuxième raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est présent dans la cervelle d'absolument tout le monde, qui est, s'il y en a moins, ça doit devenir plus cher. Et donc, si on en a de moins en moins, ça devrait être de plus en plus cher. Alors, ça marche pour les sacs à main, ça marche pour les endives, ça marche pour les boutons de manchette, mais ça ne marche pas pour le pétrole. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour le pétrole? Parce que, comme l'énergie, c'est les machines et que c'est les machines qui produisent, si vous avez moins d'énergie disponible, vous avez moins de machines au travail, du coup, vous avez moins de production, du coup, vous avez moins de revenus, parce que les revenus, c'est rien d'autre que la production redistribuée. Donc, vous vous retrouvez à l'arrivée avec moins de revenus, moins d'énergie, mais moins de revenus. Du coup, est-ce que le prix de l'énergie va être supérieur ou inférieur à ce qu'il était avant? Ben, vous n'en savez rien. Et si vous regardez dans le passé le prix du baril de pétrole sur un siècle, ce que j'ai fait, hein, en fonction de la quantité de pétrole acheté dans l'année, vous n'avez aucun lien entre les deux. Il n'y a pas le moindre lien historique entre le prix du baril et la quantité de pétrole disponible. Pas le moindre lien. Ça ne ressemble pas à quelque chose d'objectif, c'est-à-dire donne-moi la quantité, je te donnerai le prix, et inversement, donne-moi le prix, je te donnerai la quantité. Ça ne marche pas. Donc on ne voit pas arriver ce truc-là par la hausse indéfinie des prix. On la voit arriver par la volatilité du prix. Et là, je vais apprendre que le prix est déjà devenu volatile, ça oui, mais on ne le voit pas arriver par la hausse indéfinie du prix. Donc, méfiez-vous, il ne suffit pas de se dire « je m'occuperai du problème le jour où ». Non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et en fait, la façon dont ça va se passer, et vous le voyez déjà, c'est que ça va aller taper, non pas dans le prix du baril, quand l'énergie se met à décroître de façon involontaire, ça va aller taper dans le pouvoir d'achat de votre client. C'est là que ça va aller taper. Parce que moins de production, c'est moins de revenus. Moins d'énergie, c'est moins de production c'est moins de revenus, donc votre client est moins riche. Il y a moins de pouvoir d'achat. Et ça, vous savez que c'est déjà le cas, pour une partie significative de la population française, et malheureusement, en tendance, ça va s'amplifier. Alors, slide suivante. C'est pareil pour le gaz, on a fait la même analyse, et la production, alors là, en l'occurrence, c'est la production mondiale de gaz, on pense qu'elle devrait se mettre à décliner dans les années 2030 aussi. Le gaz se forme comme le pétrole c'est le même processus qui forme le gaz et le pétrole en même temps, et donc le gaz et le pétrole se découvrent aux mêmes endroits, grosso modo, et s'exploitent aux mêmes endroits. Donc quand vous avez tout ratissé pour découvrir du pétrole, vous avez aussi en gros tout ratissé pour découvrir du gaz, ça se ressent. Slide suivante. Alors maintenant, je vais finir par vous. Dans le cadre de la grande consultation, on a posé un certain nombre de questions. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont répondu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu à cette grande consultation? 3, 4, 5. Okay. Alors voilà, c'est ça que nous ont dit les gens qui ont répondu. On leur a demandé si ils étaient inquiets pour leur propre exploitation. Donc on leur a pas demandé s'ils étaient inquiets pour la société en général, hein, pour leur propre exploitation en ce qui concerne le réchauffement climatique. Donc dans les gens qui nous ont répondu, vous voyez qu'il y a une écrasante majorité de gens qui sont un peu... Enfin non, pardon, qui sont inquiets, pas un peu, mais inquiets ou très inquiets. Et une majorité de très inquiets. Et voilà, vous pouvez être capable de lire, hein, vous voyez tous les sujets sur lesquels on a posé la question. Et vous voyez que l'essentiel des sujets, on va dire, environnementaux, suscite de l'inquiétude et d'une manière générale, pas une petite inquiétude, hein, une inquiétude assez significative. Slide suivant. On leur a également demandé si on devait avoir une stratégie agricole nationale, qu'est-ce qui est, à leur avis, le plus important dans les 3 critères qu'on leur propose. Donc le premier critère qu'on leur propose, c'est on essaye d'avoir une meilleure autonomie agricole et alimentaire. C'est pas à vous que je vais apprendre qu'en matière de fruits et légumes, on n'y est pas vraiment, puisque 1 sur 2 en moyenne vient de l'étranger, hein, fruits et légumes.
Donc c'est ça. Est-ce que c'est ça qu'ils préfèrent, ou est-ce qu'ils préfèrent qu'on contribue avant tout à l'indépendance énergétique nationale? Donc ce qu'on fait, c'est des biocarburants, des panneaux solaires et des éoliennes dans les champs, et du biogaz. Ou bien est-ce que avant tout, il faut qu'on soit un pays exportateur? En gros. Hein. Et là, vous avez donc les résultats. Vous voyez que la préférence va d'abord au fait qu'on soit capable de servir le consommateur français. C'est ça la préférence. Ensuite, dans un deuxième temps, éventuellement la partie énergétique, et que la question de l'exportation vient à la fin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de paysage agricole? Grâce à l'énergie abondante, nous avons spécialisé les zones. On fait toutes les tomates et toute la mâche à Nantes, tous les cochons en Bretagne, tout le maïs dans le sud-ouest, tout le comté dans le Jura, bon ça c'est plutôt une bonne idée, etc. Mais donc on a considérablement spécialisé les zones, parce que dès que vous avez des camions partout, ça pose aucun problème de spécialiser les zones. Quand avant c'était difficile de transporter les denrées agricoles, la rationalité c'était de faire de la diversification partout. D'accord ? Si vous vouliez des courgettes en été, elles n'allaient pas faire 500 bornes. Il fallait qu'elles viennent de votre potager. Hein. Si vous vouliez des pommes, elles n'allaient pas faire non plus 500 bornes. Il fallait qu'elles viennent du pommier d'à côté. Donc, à l'époque où le transport était une denrée contingente, la rationalité agricole, c'était d'avoir de la diversification et pas du tout de la spécialisation à large échelle. Alors, il y avait quelques exceptions évidemment. On faisait du champagne qu'en Champagne et on fait du vin à Bordeaux depuis quelques siècles. Mais globalement, il y avait quand même, sur les commodités de base, j'ai envie de dire, les céréales, les légumes, les fruits, le cochon, les poules, les œufs, etc. Tout ça a été extrêmement diversifié. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et l'un des enjeux et évidemment, on a favorisé aussi dans l'agriculture, aujourd'hui, pour partie, des commodités à l'exportation. Hein. Certaines céréales, le vin, etc. Donc on n'en fait pas juste pour nous. Je veux dire, dans la stratégie, c'est d'en faire pour nous et pour les autres, parce qu'on considère qu'on a un avantage concurrentiel pour ces denrées-là. À un horizon de temps indéterminé, mais plus tard, la résilience va inclure le fait qu'on aura moins facilement accès aux flux de transport. Il faut savoir qu'aujourd'hui, juste un truc aussi, un camion sur 3 en France transporte un truc qui se mange, en gros. Hein. Donc la dépendance à l'aval du modèle agricole que nous avons choisi, elle est extrêmement forte. La dépendance aux hydrocarbures, elle n'est pas que dans les exploitations. Elle est à l'aval des exploitations, due au fait qu'on a à disposition un parc de camions extrêmement significatif qui peut permettre, encore une fois, d'aller du champ de maïs jusqu'au fabricant d'aliments pour animaux, du fabricant d'aliments pour animaux jusqu'à la porcherie en Bretagne, et de la porcherie en Bretagne jusqu'à l'abattoir, et de l'abattoir jusqu'au consommateur parisien. On a les camions qui permettent de faire ça. Demain, la question est de savoir comment on doit s'organiser. Incidemment, ça pose aussi la question de la taille des villes, parce que nourrir une conurbation comme l'Île-de-France de 10 millions d'habitants sans camions, moi je ne sais pas comment on fait aujourd'hui. Hein. Et avant les transports faciles, il n'y avait pas de ville à 10 millions d'habitants, il n'y avait même pas de ville à 1 million d'habitants, sauf une, Rome. C'est tout. Les autres, Lutèce faisait 5000 personnes à l'époque gauloise. Tout simplement parce qu'il y a des transports, il n'y avait pas l'abondance de transport et de méthodes de conservation permettant de transporter de la nourriture de façon massive sur grande distance. Ça n'existait pas. Voilà, donc le choix du haut, de mon point de vue, c'est un choix rationnel dans un monde qui devient contingent sur l'énergie, mais ça n'est pas totalement neutre en matière d'organisation du paysage agricole. C'est même pas neutre du tout. Voilà. Slide suivante. Alors, dans les résultats qu'on a eus également dans cette consultation, il y a plus de 90% des agriculteurs qui nous ont répondu. Alors, il y a peut-être eu un biais de dépistage, je ne sais pas, mais plus de 90% nous ont dit « Nous, la transition, on est prêt à s'engager, mais il ne faut pas que ça nous mette dans une situation économiquement intenable. » C'est ça, en gros, le gros message, c'est celui-là. Quand on essaye de creuser quelle pourrait être la contrepartie économique au fait de s'engager dans la transition,
On a posé des questions, et bien vous voyez, il y a plusieurs options qu'on a testées. Une qui serait d'être rémunéré pour services environnementaux, dit autrement, on ne vous paye pas pour la production, mais on vous paye aussi pour les kilomètres de haies que vous plantez, enfin voilà, des trucs comme ça. Une qui est de revenir à des prix encadrés, sécurisation des débouchés, prix rentable, c'est ça que ça veut dire. Et une qui est évidemment la discussion que vous connaissez par cœur sur qui empoche quoi dans la valeur ajoutée qui va de la production jusqu'à la cuisine du consommateur, entre le transporteur, le distributeur, le transformateur et vous. Voilà. Mais voilà, vous voyez, d'une manière générale, 90% des gens nous ont dit nous on veut, mais 90% quasi aussi, 87, nous ont dit on veut, virgule, et il faut que économiquement l'équation soit tenable. Sinon on veut mais on n'y arrivera pas. Voilà, et je crois que j'ai terminé, sauf erreur de ma part, absolument. Voilà, j'ai peut-être été un tout petit peu long, j'en suis désolé, et j'espère que... Avant, on va dire, pendant l'évolution, la grande croissance économique, dans les années 70-80, il y avait des endives un peu dans toutes les fermes de la région. Quand vous parlez beaucoup des transports des camions, vous imaginez bien que toutes ces fermes qui produisaient des endives, il fallait un camion qui aille chercher des endives dans toute ferme. Aujourd'hui, il y a une concentration des exploitations endivières, on est plus de 300 endiviers en France, une concentration dans l'autre France, et je pense qu'il y a du coup moins de transport parce qu'un camion, quand il vient dans une exploitation agricole, dans une endiverie, il part quasiment plein en partant de l'endiverie. Bon, là, pour le coup, on devient pour le coup un bon élève. Et oui, alors tu parles de la crise énergétique. On consomme beaucoup d'énergie dans nos endiveries pour produire, dans le process de fabrication d'une endive. On a connu cette crise énergétique avec la guerre en Ukraine. 2022 à peu près, 2022, la crise pour vous. Ouais, une explosion des coûts. Qu'on soit très concret, quand tu dis explosion des coûts, facture d'électricité multipliée par 2 facile, ouais. Au moins. Ouais, plutôt x3, x4. Ouais. Je me souviens du congrès à Avignon où on nous proposait des contrats, ce jour-là, je me souviens qu'on proposait un contrat à 1 000 euros du mégawatt, aujourd'hui, alors qu'on était à 40 euros en 2020. Et donc cette crise énergétique, elle nous a fait quand même avancer même si on y a été contraint. On avait déjà réfléchi, moi j'ai construit mon endiverie en 2016, une nouvelle endiverie en 2016 où on avait déjà installé de la récupération de chaleur sur les équipements frigorifiques pour chauffer les conditionnements, chauffer l'eau, dégivrer nos installations frigorifiques à l'eau chaude. Tout ça, on avait déjà réfléchi à des choses comme ça, notamment avec les C2E, récupération des C2E. Et cette crise énergétique nous a encore forcé à améliorer notre performance énergétique. Et on a installé, donc je sais que vous n'êtes pas forcément friand des panneaux solaires, mais beaucoup d'endiviers ont installé des panneaux solaires pour autoconsommer l'énergie produite par les panneaux. Chez toi, par exemple, c'est intéressant de développer cet exemple-là, et Jean-Marc Jancovici répondra. Explique-nous les panneaux solaires, ce que ça représente et ce que ça t'apporte. On a installé à peu près sur la moitié de la surface de l'endiverie pour être... on ne peut pas produire plus que le contrat que l'on a. Donc aujourd'hui, j'autoconsomme quasiment la totalité de ma production solaire et ça me fait baisser ma facture énergétique de 18% environ sur l'exploitation. Ça, c'est un exemple vertueux ou pas, Jancovici? Ah ouais, bon, on va y aller, on va rentrer dans le dur. Hein. Bon, tout le monde est réveillé maintenant. C'est très difficile de répondre en 30 secondes. Non, c'est très difficile parce que en fait, c'est pas une autoconsommation au sens d'une installation qui serait totalement isolée du réseau. En fait, les gens qui disent autoconsommer, en fait, restent connectés au réseau. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on demande au réseau de faire au moment où le soleil n'est pas là. Donc ça, c'est un très très long débat. En fait, ça revient en gros à rajouter une installation de production supplémentaire sur le réseau. C'est ça que ça revient quand même à faire au final, tant qu'on est connecté au réseau. Et donc on rentre dans le débat général qui est quelle est la bonne part du solaire globalement dans la production électrique française qui est pertinente. Et ça, c'est un débat qui n'est pas simple parce que si toutes nos autres installations de production en France étaient fossiles,
tout panneau solaire serait bienvenu, parce que ça serait autant de fossiles en moins. Mais comme l'essentiel de ce qu'on a en France n'est pas fossile, c'est du nucléaire, ça revient à dire que est-ce que c'est pertinent de rajouter du solaire pour mordre sur une production nucléaire qui est déjà disponible? Dit autrement, et aujourd'hui, c'est la question du mix énergétique. C'est ça, exactement. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Le nucléaire peut être aussi complété par du solaire. Et oui, mais sauf que le nucléaire est une installation à coût fixe. Donc en fait, une fois que votre réacteur est là, que vous en serviez ou pas, ça vous coûte le même prix. Et on peut s'interroger à l'échelle du pays, pas à l'échelle de l'exploitation, hein, sur la pertinence de rajouter un panneau, c'est-à-dire un investissement supplémentaire, juste pour éviter d'utiliser un truc à coût fixe qui est déjà disponible. Voilà, si on prend le problème sous cet angle, non mais voilà, mais ça c'est pas de votre responsabilité, ça c'est de la responsabilité du cadre général qui est fixé en disant est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent. Et ça rentre dans un autre débat qui est oui, aujourd'hui on n'en a pas besoin, mais demain on en aura besoin parce qu'on va devoir électrifier les camions, les voitures, etc. Voilà, donc on en a pour 3 heures si on rentre là-dedans. Donc c'est juste pour dire, c'est pas aussi simple que de dire ça se joue à mon échelle parce que l'installation est chez moi. En fait, ça se joue à une échelle qui est plus large, dont l'installation qui est chez moi est un bout, n'est pas la totalité. Philippe, un petit mot peut-être aussi sur les changements climatiques, parce qu'on a vu cette carte des pluies et l'humidité des sols qui va changer. Vous, la sécheresse par exemple, vous la connaissez déjà avec des répercussions. Oui, alors on a le bassin endivier, principalement dans les Hauts-de-France, hein, de par son climat justement, c'est une production qui s'est installée chez nous parce qu'il y avait des raisons pédoclimatiques et ce qui fait qu'on a aujourd'hui tous les endiviers quasiment dans l'Hauts-de-France. Le climat, oui, le changement climatique, on le ressent bien sûr. On a d'ailleurs des soucis avec notre fameux puceron la Niger qui nous on n'aime pas le temps qui dure. Et on a des étés des fois de plus en plus secs ou de plus en plus humides. Une année très sèche, on a un puceron qui vient nous chatouiller les racines et qui arrive à l'épuiser totalement jusqu'à on perd le pied d'endive dès l'instant où on manque d'eau. Et donc l'irrigation dans ce cas-là devient totalement primordiale, surtout qu'on nous supprime les solutions phytopharmaceutiques pour lutter contre ce puceron. Sur les cultures et l'adaptation des cultures, Jean-Marc Jancovici. Ben ça, c'est un énorme problème, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a développé l'agriculture en fonction de zones qui ont connu des conditions stables. Du reste, la notion de terroir en agriculture, c'est bien ça, c'est des conditions locales qui permettent de faire des choses locales qu'on ne trouve pas chez les autres. C'est ça, les productions de terroir. Et à partir du moment où le climat se met à changer, ben, ça ne jette pas toute cette affaire-là. Et donc, il y a une question qui est une question désagréable, qui est est-ce qu'on va pouvoir garder les cultures qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'il ne va pas falloir les changer? Est-ce que là où on faisait des abricots, il va pas falloir faire des pistaches? Et là où on faisait des endives, il va pas falloir faire des abricots? Enfin, je caricature un peu, mais non, mais et la question se pose vraiment. Et c'est une question qui n'est pas simple. Donc ça demande d'y réfléchir. Ça demande beaucoup c'est très technique cette histoire-là. Donc ça demande beaucoup de moyens qui ne sont pas nécessairement là. Je ne sais pas jusqu'où est-ce que les conseillers des chambres d'agriculture, les gens qui sont dans les associations, les gens qui se spécialisent dans des associations, etc., les agronomes de la recherche, l'INRA, etc., je ne sais pas jusqu'où est-ce que tous ces gens-là il y en a assez pour aider chaque agriculteur de ce pays à réfléchir à qu'est-ce qu'il va devoir faire dans un climat qui change. À mon avis, il n'y en a pas assez. Mais c'est clair qu'il y a des productions qui ne vont pas pouvoir rester là où elles sont, alors pas la semaine prochaine, mais je veux dire à l'horizon de quelques dizaines d'années, que c'est un énorme problème et que c'est important d'y réfléchir dès maintenant et que c'est que des cas particuliers. Parce qu'on ne va pas réfléchir à est-ce qu'on continue ou pas à faire des endives ici, comme on réfléchit à est-ce qu'on continue à faire du champagne en Champagne et est-ce qu'on continue à faire des abricots dans la Drôme. À chaque fois, c'est un problème distinct. Et c'est une question qu'on peut bien, Philippe, tu reprends la parole quand tu veux. Je voudrais qu'on aille voir Anne Coupel. Je vous présente, je ne vous ai pas présenté encore, vous êtes productrice à la tête d'une exploitation familiale de 160 hectares près de Béthune, dans le Pas-de-Calais, essentiellement du chou-fleur, du chou également, un peu de courgettes, et vous êtes présidente du pôle légumes de la région Nord. Ce qui vient d'être dit me rappelle une phrase quand on a préparé ce congrès. Vous m'avez dit, avec le dérèglement climatique, alors je vais reprendre le mot terroir, nos terroirs vont changer, le visage de notre agriculture va changer. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il va falloir s'adapter. Oui, je suis d'accord, il va falloir adapter nos cultures. Seulement, le fond, on ne va pas changer, quoi. Le sol, il est ce qu'il est. Par exemple, dans la région du Béthunois, on est sur des terres qui ont de l'argile
un taux d'argile entre 20 et 30%. Et ça représente des difficultés pour mettre en place les cultures. Je ne sais pas si... Enfin, il va falloir toute une étude pour savoir quelle culture adapter sur nos terrains. L'adaptation, elle va aussi venir, parce que vous êtes confronté, on n'en a pas encore parlé, des ravageurs, on l'a dit, l'apparition de nouveaux pathogènes, c'était ça le mot que vous utilisiez. Vous y êtes confronté, notamment sur les choux. Oui, alors on y est déjà confronté. Tu as parlé d'aléas climatiques, et c'est vrai qu'une année comme ici, où on peut même parler d'extrême climatique, puisque nos plantes, nos productions sont confrontées soit au stress hydrique, soit au stress thermique. Et notamment en chou-fleur, ce qu'on voit apparaître, ce sont des nouveaux ravageurs pour lesquels il n'y a pas de solution, ou très peu de solutions, des solutions qui ne couvrent pas la campagne de production. Et en chou-fleur, en chou-fleur, on a notamment l'aleurone, qui est un petit papillon qui est arrivé, petite mouche même, qui est arrivée du Mexique. Petite mouche blanche, c'est ça? Voilà, qui est sûrement arrivée avec les flux commerciaux et qui est aujourd'hui un véritable fléau. C'est à l'étude, mais voilà, c'est un vrai fléau. Vous avez quel outil pour lutter contre cela aujourd'hui? La palette des produits de protection s'est réduite. On est en attente. On est en attente de nouvelles autorisations pour l'année qui vient. Et rien n'est garanti en fait. Vous dites avec beaucoup de prudence et de pudeur qu'en gros, bah oui, la palette des produits phyto, elle se réduit. Ça fait partie des sujets sur lesquels on doit avancer. Sauf que comment on peut avancer sur cette question-là en laissant détruire certaines production, peut-être un jour totalement, on l'a vu sur la noisette, on le voit vous aujourd'hui avec le chou-fleur. Comment on avance sur ce sujet-là? Est-ce qu'on peut pas dire à des gens, vous ne traitez plus du tout, votre production va totalement disparaître, et puis tant pis pour vous, mais c'est pour le dérèglement climatique? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai décidé que les questions désagréables. Non, c'est pas une question désagréable, c'est une question parfaitement légitime. Juste, je n'ai pas la réponse parce que ça, je vais renvoyer à ce que je disais tout à l'heure. Chaque ravageur sur chaque espèce, c'est un problème particulier. Donc moi, j'ai pas. Si je vous fais une réponse générale en disant il n'y a qu'à chercher, oui, ok, il est gentil, mais enfin bon. Donc, Sauf qu'il faudrait aussi accompagner oui, bien sûr. la filière pour ces questions-là. On est d'accord. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas assez de gens disponibles et compétents d'une manière générale pour accompagner tous les gens qui vont devoir changer. C'est un propos un peu général. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit et tout dit, d'une certaine manière. Donc je connais les grandes catégories de trucs sur lesquels on peut travailler, mais après, dans le cas particulier qui est là, mais c'est un cas parmi d'autres. Ça dépasse ma compétence. Un autre sujet, en utilisant moins de phyto, vous avez voulu tester la courgette bio. C'est intéressant que vous nous racontiez votre expérience sur ce point-là. C'est une ferme de 160 hectares, il y a 117 hectares de céréales, dont 3 en bio, et côté légumes, 25 hectares de légumes, dont 1 hectare en courgette bio. C'est simple, la courgette bio, je suis partie du principe que je la mettrai en place, je la produirai sans intervenir en cas de souci. Et comme une année comme ici, donc on a eu une attaque de pucerons assez importante. Donc vous voyez certains pieds qui déclinent, et j'ai fait ce choix de ne pas intervenir. Il existe des solutions, mais j'ai fait ce choix de ne pas intervenir, et en fait ce que j'ai remarqué, c'est que quelque part ça permet un tri parmi les plantes, et subsistent celles qui sont capables de rebondir. Et en fait, ça s'est traduit par un épisode, je vais dire un épisode douloureux, et ensuite ça repart. Les pieds repartent en production. La difficulté, c'est que ce que vous m'avez dit, c'est que c'est pas rentable. Disons que je peux me permettre sur une culture qui n'est pas majeure dans votre exploitation. Qui n'est pas majeure, sur l'exploitation. Sauf que ça, c'est une vraie difficulté aussi. Vous l'avez évoqué, vous parliez du pouvoir d'achat tout à l'heure. Le bio, pourquoi pas, mais sauf qu'aujourd'hui, pour les producteurs, c'est pas rentable. Pour certains, en tout cas, pas pour tous peut-être, mais c'est très difficile d'être rentable avec du bio.
Oui, mais ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, qui est comment est-ce qu'on arrive à diluer un surcoût de production de telle sorte que le consommateur, finalement, ça lui fasse pas trop mal. Alors je vais faire deux remarques. D'abord, le consommateur, aujourd'hui, alors je sais bien qu'il y a une partie des gens qui tirent la langue, mais c'est pas le cas de tout le monde. Le consommateur, il fait des choix de consommation. À un moment, il faut qu'il en assume les conséquences. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les 20 premières références vendues en grande surface, il y a 16 boissons. La première référence vendue en grande surface, la plus vendue, c'est le pack d'eau, le pack de 6 bouteilles d'eau cristalline. Bon. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous achetez ça, vous achetez du camion et du plastique. Bon. Vous n'achetez pas de la nourriture. La deuxième référence la plus vendue, c'est la bouteille de pastis. La troisième, c'est la bouteille de coca de 1,5 litre. Et puis après, vous trouvez le pastis va avec l'eau. Vous trouvez encore du Red Bull, du Desperados, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. La première référence solide, c'est le Nutella. Et les Français payent plus cher de tabac que fruits et légumes. Donc, voilà, comme ça. Et alors ça, pardon, je vous interromps, mais parce que chaque congrès, on se dit ça. Et on partage, je pense qu'ici, tout le monde partage votre avis. Sauf qu'en fait, on n'arrive pas à faire entendre aux consommateurs de faire ce petit effort. Et après tout, il n'a peut-être pas les moyens non plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Mettez-vous les médecins dans la poche, j'en sais rien. Donc, moi, ce que je dis, c'est si on regarde le surcoût de production, quand vous savez que dans le ticket, dans la dépense alimentaire, encore une fois, il y a 7% qui va à l'agriculture, ça doublerait cette part. Ça doublerait, ça vous ferait 1% d'inflation l'année où ça double. Puis après, une fois que ça a doublé, il n'y a plus d'inflation, parce que ça a doublé, c'est terminé. Donc 1% d'inflation sur une année pour doubler les coûts de production de la nourriture. Donc, c'est pas un sujet juste de coûts de production, c'est un sujet de comment est-ce que vous diluez ça et comment est-ce que vous évitez qu'il y ait à l'aval des augmentations de prix proportionnelles. D'accord ? Parce que charrier une palette de courgettes bio et charrier une palette de courgettes pas bio, c'est le même coût. Transporter une tonne de courgettes bio ou une tonne de courgettes pas bio, c'est le même coût. Les mettre en rayonnage dans un magasin, c'est le même coût. Il n'y a pas un poste sur lequel, parce que c'est bio, ça justifie que le poste soit plus cher. Tout est proportionnel au poids, donc dès que vous avez une tonne de courgettes, tout à l'aval pareil. Sauf en production. Sauf en production, mais je veux dire à l'aval, derrière, ça ne change rien. Donc, ça serait pas plus idiot qu'autre chose. Ce qu'il faudrait, c'est imaginer la façon de pouvoir répercuter le coût jusqu'au consommateur final sans qu'il y ait des hausses proportionnelles en cours de route. Donc ça, c'est... Alors, on n'a pas travaillé sur cette question-là au Chic Project parce que la partie strictement économique, c'est pas notre zone de confort, j'ai envie de dire. C'est pas le truc sur lequel on est... Mais la piste, il y a une piste à chercher de ce côté-là, de façon absolument évidente. Et donc, c'est pas un hasard qu'une partie des agriculteurs qui ont répondu à la grande consultation aient parlé de prix garantis, d'encadrement des prix, etc. Parce qu'on revient à des mécanismes de protection de ce type-là, si on veut essayer de bien faire. Et du reste, alors je vais pas prendre l'exemple des légumes, mais dans l'élevage, tous les gens qui réussissent à se mettre dans des AOC qui ont de la valeur, en fait, ils sont dans un système de prix garanti quelque part. Bah oui, le lait pour le comté ou le lait pour le Beaufort, on vous l'achète plus cher, de fait, que le lait non labellisé, j'ai envie de dire. En fait. Anne, vous reprenez la parole quand vous voulez, comme Philippe. Louis, je ne vous ai pas non plus présenté, producteur de concombres sous serre chauffée, responsable de la commission énergie à l'Écume de France, référent national de la production sous serre. J'ai envie de dire, après avoir entendu Jean-Marc Jancovici, je vais vous taquiner, que vous êtes un mauvais élève en progression. Vous, dans vos serres, j'ai le droit bien sûr de faire des ennemis, vos serres, elles sont chauffées au gaz. Donc aujourd'hui, exactement dans ces énergies fossiles. Mais comme vous êtes en transition, vous allez être un bon élève bientôt. Expliquez-nous d'abord combien vous consommez aujourd'hui de gaz, pourquoi vous avez fait le choix d'aller vers une électrification de vos serres. Je pense qu'il faut reprendre un peu ce qu'est le maraîchage sous serre. On s'est développé à partir des années 50 et quand vous parlez de mécanisation, c'est exactement ça. Ma profession d'exploitant et de producteur de légumes sous serre chauffée s'est fait grâce à l'évolution et à la mécanisation et l'utilisation de cette énergie abondante. Moi, j'aurais été très intéressé de mettre en même temps la courbe d'évolution de la population mondiale. Parce que je pense que c'est très, très parlant. Et voir cette évolution et que l'énergie a permis à plus de confort et à avoir de plus en plus de monde
sur notre planète, qui est une planète finie, et pourtant on a continué, on est passé en un siècle de 2 milliards d'habitants, même pas à l'heure actuelle, 6-7 milliards d'habitants. Ça, c'est quand même... Et donc c'est cette énergie avant-droite qui nous a permis de faire ça aussi. Moi, j'ai repris une exploitation qui est sur site depuis 100 ans à peu près. Mon grand-père a acheté les terrains. On a commencé à construire des serres en bois et l'idée était de la protection des cultures et de permettre de pouvoir augmenter notre plage de production. Bon an, mal an, ces structures ont marché, on a brûlé du gaz pour pouvoir chauffer ces structures pour nous permettre d'arriver 1 mois, 2 mois en avance par rapport à des cultures qui étaient à l'extérieur, et c'est comme ça qu'on est devenu des primeurs. Voilà, d'où vient le nom de primeur, c'est ces cultures protégées qui ont permis de faire un primeur. J'ai brûlé du gaz, j'ai brûlé du fioul lourd, j'ai eu une chaudière à charbon, jusqu'en Qui reconnaît ses fautes et 2014. pardonné. Ah non, mais je suis la totale, moi. J'ai l'impression d'être aux alcooliques anonymes. Alors moi, oui, merci pour cette sincérité. Chaudière à charbon, du charbon que je faisais venir de Colombie, sud-américain, Sud-Afrique, Pologne, par bateau complet, qu'on faisait venir à Nantes, et on était un petit groupe de maraîchers qui avaient des chaudières à charbon, et on récupérait le charbon pour pouvoir le brûler, et c'était à l'époque une des énergies les moins chères qu'on pouvait utiliser pour pouvoir chauffer nos serres. Nous avons eu la révolution avec des chaudières gaz qui étaient de plus en plus efficaces, donc on a un peu laissé tomber le charbon, quoique en 2008, quand il y a eu la crise énergétique, moi j'ai rallumé ma chaudière à charbon. J'ai rallumé même ma chaudière à fioul lourd. Vous n'aviez pas le choix? Non, il y avait un jour où je brûlais du gaz, un autre jour je brûlais du fioul lourd, un autre jour je brûlais du charbon, selon les cours de l'énergie. Et après on a mis des systèmes de cogénération dans les années 2000, système qui était mis en avant même par les écologistes en disant que c'était un moyen de pouvoir produire de l'énergie beaucoup moins carbonée que produire de l'énergie sur des centrales à charbon. Et donc on est rentré sur ce mix énergétique où de plus en plus, et c'est développé dans les années 2010, où nous avions à peu près 90% des surfaces de serres françaises qui sont sous cogénération. Donc production de chaleur, mais aussi production d'électricité, revente de l'électricité sur le réseau et récupération de la chaleur, stockage et utilisation au niveau des serres. Vous aviez déjà racheté la moitié de votre âme. La Oui, moitié. on va dire ça comme ça. On a permis surtout de pouvoir soutenir le réseau français et avoir des unités de production d'électricité décentralisées, ce qui a permis de soutenir souvent le réseau breton, parce qu'on a beaucoup de maraîchers céristes en Bretagne qui sont en bout de ligne, et puis bon, voilà, la mise en place de production décentralisée d'électricité répondait à une difficulté du réseau français. Et il y a projet aujourd'hui. Et voilà. Et on est dans un basculement. À l'heure actuelle, on a subi une forte augmentation du prix du gaz avec la guerre en Ukraine, beaucoup de forte augmentation du prix de l'électricité, réinvestissement de l'État dans l'énergie nucléaire, et donc une chute du prix de l'électricité, et même un marché maintenant de l'électricité qui est tous les quarts d'heure et qui va changer de 10 à 20 euros tous les quarts d'heure, qui va monter et qui va descendre. Et maintenant, en France, on va avoir à peu près par an 2000, 2500 heures où on va avoir des prix négatifs de l'électricité. Et c'est nous, là, qu'on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc c'est pour ça qu'on se pose la question, ou même plus que ça, se poser la question, on est sur l'installation de chaudières électriques pour pouvoir profiter de ces heures de prix négatifs ou de ces heures de prix où l'électricité sera moins chère que l'utilisation du gaz dans une cogénération ou dans une chaudière simple pour pouvoir chauffer nos serres. C'est une des réponses. Voilà. Demain, ça va être... Investissement de combien? On est à peu près à 350 000, 400 000 euros le mégawattheure. Voilà. Avec installation, raccordement, etc., etc. Ce qui est un investissement qui, si on réussit à faire tout le travail qu'on est en train de faire avec des aides de l'ADEME, etc., sera très supportable pour le producteur. Et on espère effacer comme ça à peu près 20 à 30% de nos consommations gaz. Voilà. Concrètement, voilà. On est à peu près là-dessus.
J'aimerais entendre Jean-Marc Jancovici sur votre exemple, parce que voilà, il y a un parcours d'exploitation, j'allais presque dire un parcours de vie, d'évolution, avec le coût que ça prend, avec les investissements, avec les risques que ça vaut aussi. Ça, c'est une des réponses pour l'avenir. Je vais enfoncer des portes ouvertes. Non, mais je veux dire, si vous voulez vous passer de combustible fossile, il y a deux réponses. C'est remplacer les combustibles fossiles par autre chose, ou vous passer de la production qui nécessite des combustibles fossiles. L'un ou l'autre. On a une petite préférence. J'enfonce une porte ouverte. Après, moi, l'arbitrage fin, je suis pas à sa place. Donc, je veux dire, c'est un arbitrage économique. Peut-être qu'il y a des cas de figure dans lesquels ça vaut le coup de ne pas avoir 5% de la production parce qu'on va supprimer 10% des coûts. Peut-être, j'en sais rien. Je veux dire, faut y regarder. Voilà. Mais les deux marges de manœuvre, oui, les deux marges de manœuvre sont évidentes. Sur la chaudière électrique, moi, c'est pas vrai, il faudrait regarder si c'est une chaudière qu'il faut mettre, si c'est une pompe à chaleur, parce qu'il y a des pompes à chaleur aussi qui peuvent être intéressantes, avec des coûts d'investissement qui sont plus élevés, mais derrière un rendement qui est plus élevé aussi. Enfin voilà, tout ça, ça devient un arbitrage économique. Moi, j'ai pas plus d'avis que ça tant qu'on n'a pas discuté chiffres. Une petite question rapide, mais qui nous sort un tout petit peu de ça, mais sur le réseau électrique, on a la puissance d'assumer tout ça? On réinvestit dans le nucléaire, mais enfin, on sait le temps qu'il faut. Aujourd'hui, on a un excès d'électricité en France, et pas un petit, un gros excès d'électricité. Aujourd'hui, la France, l'année dernière, la France a exporté 90 milliards de kilowattheures électriques, c'est-à-dire quasiment un quart de sa consommation domestique. Et on est quasiment au maximum il y a un cadre d'EDF qui me disait pas plus tard qu'il y a 3 jours qu'on est quasiment au maximum des exportations possibles en France. On ne pourrait pas techniquement exporter plus compte tenu des capacités d'interconnexion qui existent aujourd'hui. Donc c'est pas un problème de l'électricité disponible, elle est là, il n'y a pas de... Enfin, pour les puissances qui sont appelées, c'est pas un sujet. Un petit mot pour montrer qu'on est en évolution, qu'on continue à chercher. On a parlé de géothermie un peu aussi, c'est un des champs d'exploration aujourd'hui, pas encore complètement abouti. Non, les géothermies prend beaucoup plus long. Après, c'est des coûts qui sont beaucoup plus lourds, avec des retours sur investissement beaucoup plus longs. Et la problématique, c'est ce qu'il y a en dessous. Je suis en Pays de la Loire, à côté de Nantes. Moi, mon sol, pour faire de la géothermie, c'est que chic. Mais par contre, à côté de ça, j'ai des producteurs qui sont autour d'Orléans, qui ont un projet avec la ville d'Orléans pour pouvoir développer de la géothermie. Et donc là, il y a quelque chose. La géothermie nous demanderait de pouvoir transporter nos unités de production là où le sol le demande. Et comme on a dit, nos productions dépendent d'un terroir. Donc demain, si les conditions climatiques, avec le changement climatique, permettent d'aller là où la géothermie est, naturellement, les maraîchers vont aller s'installer là-bas pour pouvoir produire. Mais il faut toujours prendre en considération ces différents facteurs, parce que si je veux aller mettre une unité de production là où il y a de la géothermie, mais que j'ai que 10 jours de soleil dans l'année, on va se marcher sur la tête. Il va falloir que je mette des LED, il va falloir que je mette de l'éclairage artificiel, je vais consommer encore plus d'énergie, et donc je vais pas aller vers une économie. Donc il faut bien voir et prendre vraiment les choses. Et chaque territoire va avoir ses atouts ou va avoir ses difficultés. Les chaudières électriques, ça va dépendre beaucoup du réseau. Si le réseau français va pouvoir se développe pour pouvoir permettre l'électrification, là on va pouvoir y aller. On a un gros problème de timing. À l'heure actuelle, pour une demande de raccordement pour une chaudière de 2 à 5 mégas, c'est peut-être 1 an et demi à 3 ans. Alors qu'on pourrait très rapidement, comme je vous ai dit, décarboner 30% de la production énergétique de nos serres s'il y avait une volonté de l'État de faire ces travaux rapidement pour qu'on puisse installer rapidement les choses. Intéressant, en tout cas tout ce qui bouge. Dans la salle, je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, regardez, Sylvestre d'abord qui lève la main. Alors Valérie, je vais te donner un micro. Sylvestre va prendre directement. Ah ben c'est Sylvestre qui va faire le jogging du matin. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Jean-Marc Jancovici. Ah bah, tu voulais aussi poser une question. Je croyais que tu voulais juste faire le jogging. Je t'en prie. Oui, bonjour. Donc Sylvestre Bertuccelli, directeur de Légumes de France. Monsieur Jancovici, j'ai quand même un souci par rapport à ce que vous dites. Je suis quand même assez perturbé que vous considériez que l'énergie nucléaire ne soit pas une énergie fossile. Et je voudrais quand même que vous nous disiez par rapport au peak oil,
au pic gaz et compagnie. Quel est le pic uranium? Le nucléaire n'est pas une énergie fossile, tout simplement parce que l'uranium est un métal et pas un fossile. Donc c'est une ressource minière, comme le pétrole est une ressource minière, mais c'est pas fossile. Sur le pic uranium, j'ai envie de dire, tant que le nucléaire est marginal dans l'approvisionnement énergétique mondial, c'est pas un sujet. Si le nucléaire devait devenir principal dans l'approvisionnement électrique mondial, ça deviendrait un sujet. Voilà. Bonjour, Fanny Lardier, j'ai beaucoup travaillé dans la filière fruits et légumes, je suis native d'Arras, je suis très contente d'être là ce matin. Merci Monsieur Jancovici pour l'intervention ce matin que j'ai trouvée brillante, très éclairante et flippante à la fois. Et du coup, je voulais vous poser la question aussi par rapport aux intervenants, puisque vous parlez de l'horizon 2050, de notre ultra-dépendance au camion et le pic oil là, dont on a reparlé à l'instant. Est-ce que du coup, M. Bréon, qui vend des endives, doit renoncer à l'horizon 2050 à les envoyer jusqu'à Perpignan? Et est-ce qu'en retour, à Perpignan, on va arrêter d'envoyer des abricots jusqu'ici? La question, c'est par rapport à l'hyperspécialisation des bassins de production. Comment vous voyez l'évolution en termes d'échanges? Donc évidemment qu'il y a d'autres façons de transporter, je pense au train des primeurs qui... je ne sais pas d'ailleurs où il en est ce train des primeurs, mais qui est plus du coup une dépense d'énergie électrique. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait sans pétrole quand on a des bassins de production ultra spécialisés, si on veut continuer à manger des abricots dans le Nord ou des endives à Perpignan? Réponse de Jean-Marc Jancovici. Alors, vous savez, ma mère, elle avait une orange à Noël. Elle avait une orange à Noël. Donc oui, il y a aujourd'hui une dépendance des habitudes de consommation qui est extrêmement forte à l'abondance des transports. Alors, est-ce qu'il doit renoncer? Je ne sais pas. Est-ce que je lui conseille de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si? Ça oui. D'accord, on est dans ce qu'on appelle classiquement l'analyse par scénario. Moi, je ne suis pas devin, donc je ne sais pas dans la baisse de la production des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, la part de la baisse qui concernera plus la France que la Pologne, la part de la baisse qui concernera plus les camions que les voitures particulières, tout ça, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que ça vaut le coup de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les moyens intellectuels qu'il y a aujourd'hui pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe si ne sont pas énormes. Donc peut-être que le qu'est-ce qui se passe si, il peut le mutualiser avec d'autres collègues qui sont dans le même cas de figure que lui, parce que à partir du moment où tous les producteurs d'endives sont à peu près au même endroit, j'ai envie de dire, ils sont concernés à peu près de la même manière par la question. Donc peut-être que c'est plus la fédération des producteurs d'endives qui peut se poser la question et qui peut se demander qu'est-ce qui se passe. Imaginons que d'ici à 2050, il y ait 2 ou 3 fois moins de camions disponibles en France. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Et puis même au sein de ce scénario-là, il y a plusieurs embranchements possibles. Est-ce qu'on privilégiera plutôt les colis de Shine et de Temu, ou est-ce qu'on privilégiera plutôt les endives? Voilà. Donc il y a des tas de sous-questions, et on ne peut pas faire de la prévision en la matière, on peut faire du qu'est-ce qui se passe si. C'est ça, et c'est ce genre d'approche qui est intéressante, parce que c'est ça qui... Voilà. Et une stratégie, pour revenir au titre de la table ronde, résiliente, c'est une stratégie qui résiste à beaucoup d'éventualités. C'est-à-dire, c'est une stratégie un peu couteau suisse, où on se dit, dans tel et tel cas de figure, le choix que je fais passe la rampe. Par contre, il fait l'impasse sur telle et telle éventualité, je le sais. Et du reste, peut-être que je peux faire en sorte que cette éventualité n'arrive pas. Voilà, on va essayer de faire en sorte que... mais c'est ça la question. D'une manière générale, à l'époque où le transport était rare, on transportait ce qui valait cher par unité de poids. Donc je remonte très très longtemps en arrière, aux caravanes de Marco Polo, etc. Qu'est-ce qu'on transportait à l'échelle internationale? Les pierres précieuses, les soieries, les épices. Vous voyez l'aventure de Magellan, c'était pour aller chercher les épices. Les esclaves, malheureusement, enfin des trucs qui valaient vraiment très cher par unité de poids. Aujourd'hui, l'abondance pétrolière fait qu'on transporte n'importe quoi. Absolument n'importe quoi, même qui vaut 3 fois rien. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. La contrainte sur l'énergie fossile va nous forcer à revenir, à un moment ou à un autre, je ne sais pas quand, à quelque chose qui aura plus de valeur par unité de poids. Voilà, j'ai envie de dire, c'est la grille de lecture. Mais je ne parle pas de la semaine prochaine, je parle à des horizons de quelques années. Et l'autre truc qu'il faut avoir en tête, c'est que l'évolution dans laquelle nous sommes, mon sentiment, c'est que ça ne va pas évoluer de manière continue. Ça va évoluer par accident.
C'est-à-dire que quand vous mettez le système en tension, c'est la tectonique des plaques. Vous voyez la tectonique des plaques, vous mettez les plaques en tension, puis de temps en temps vous avez un tremblement de terre ou une éruption volcanique. Ben là, moi je pense que l'évolution de la société va se passer exactement de la même manière. Comme en fait nous sommes tous conservateurs, parce qu'on aime bien nos habitudes, le conservatisme c'est de la tectonique des plaques. C'est-à-dire que ça met le système en tension sans qu'il cède. On résiste jusqu'au bout, puis à un moment ça pète quelque part, et à ce moment on fait des changements. Voilà. Donc il faut bien voir aussi que les scénarios d'évolution, ils ont toutes les chances de se produire dans des évolutions qui sont discontinues, qui sont pas progressives. Voilà. Donc là je vous ai donné un peu le cahier des charges, maintenant je vous ai pas donné la solution, mais je vous ai donné un début de méthode. Je te fais répondre juste après, on prend une dernière question en 30 secondes, une dernière réponse en 30 secondes pour Jean-Marc. J'ai le micro. Oui, du coup, Gérard Bellet, producteur d'endives et céréalier dans le sud de l'Aisne. Partons du principe qu'on est d'accord avec votre constat. L'Europe a décidé de mettre une taxe carbone sur l'azote. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que nous, on doit le subir alors que personne d'autre le fait? C'est quoi votre avis sur une taxe carbone sur l'azote? Et je me permets en 2 secondes, Marc pose sa question en même temps, et comme ça on a une double réponse. J'ai pas de micro. Il n'y a pas de micro, mais tu as une voix puissante, Marc. Alors, là, vous parlez probablement de la taxe carbone aux frontières. Oui, c'est ça, c'est la taxe carbone aux frontières. Alors, la taxe carbone aux frontières, en fait, elle est censée protéger les Européens contre le dumping carbone, entre guillemets, sur des engrais qui auraient été fabriqués hors d'Europe par des producteurs qui ne payent pas de taxe carbone, enfin, ou qui ne sont pas soumis au système des quotas, pour être plus précis, versus les producteurs européens d'engrais qui, eux, sont soumis au système des quotas. Voilà, c'est censé rééquilibrer ce différentiel de prix. Donc, normalement, je dis bien normalement, c'est censé être plutôt une protection. Ce contre quoi ça ne protège pas, c'est à l'aval les productions qui sont faites en Europe avec des engrais qui valent plus cher versus les productions qui sont faites hors d'Europe avec des engrais qui valent moins cher. Donc, en fait, ça concerne plus le problème des exportations des productions à l'aval que le problème des importations d'engrais, où justement, normalement, ça doit permettre de réduire le différentiel de prix. Bien, excusez-moi, je coupe. Le quoi, le MACF? Est-ce que vous êtes pour la taxe carbone ou contre? Vous n'avez pas répondu à la question. Ah, c'était pas ça la question, j'ai pas compris. Est-ce que je suis pour ou contre le MACF? Je suis pour le principe et pas nécessairement pour les dispositions d'application, mais ça, c'est un bon débat. C'est un très bon débat. Disons que je suis pour un protectionnisme carbone intelligent. Ça, je suis pour. Est-ce que le MACF coche toutes les cases qu'il faut cocher pour qu'on appelle ça du protectionnisme carbone intelligent? C'est un débat plus long. Laurent Guérin, donc producteur, président de l'AOP Séraphaël, le Prince de Bretagne. J'ai aimé votre intervention, c'était très clair. J'ai juste une chose, vous avez parlé du développement de la production qui est lié à l'énergie fossile, à travers les machines, à travers les engrais. Il y a juste une chose que vous avez parlé du blé, de 10 quintaux à 70 quintaux. Vous l'avez affecté à, l'énergie. Je pense qu'il y a un sujet que vous n'avez pas abordé et que l'on retrouve nulle part, c'est la création variétale. Je pense que nous, producteurs aujourd'hui, nous bénéficions de la création variétale tous les jours, qui nous permet aujourd'hui de gagner en rendement et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des variétés de plus en plus productives, résistantes aux maladies, résilientes bientôt au climat, avec des enracinements, et voilà. Et ça ne figure nulle part dans vos projections, et je pense que c'est un facteur important dans le développement de la production. Alors, vous avez raison. La création variétale est un sous-produit indirect et non pas direct de l'abondance énergétique. C'est parce que l'abondance énergétique permet d'avoir une partie de la population qui s'occupe de faire de la recherche et qui s'occupe de diffuser de la recherche. Et donc, si vous regardez à large échelle et à long terme, j'ai envie de dire, le surplus énergétique permet de dégager des contingences quotidiennes, une partie des gens qui vont pouvoir réfléchir à la façon d'améliorer ceci ou cela. Dans l'ancien temps, quand l'énergie était rare et tout le monde était paysan, les seuls scientifiques, c'était les nobles et les rentiers. Donc en fait, il faut avoir du temps de cerveau disponible pour être capable de chercher sur ce genre de trucs. Donc c'est un effet indirect de l'abondance énergétique aussi. Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici.